Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de mon dernier article sur la guillotine de Hume. Comme quoi on aurait tout faux, mais bon, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors pour expliquer un petit peu le contexte, moi il y a des années de ça, je m'intéresse aux sciences, je m'intéresse à l'épistémologie, à la zététique, etc., à l'esprit critique, et je découvre un petit peu cet outil qui serait la guillotine de Hume parmi plein d'autres règles d'or comme le rasoir d'Occam, etc. Et récemment, je me suis rendu compte que c'était assez mal compris qu'est-ce qu'il voulait dire le Hume, et surtout que j'ai évolué sur cette question moi-même dans ma construction, et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de revenir un petit peu sur tout ça. Et ça donnait donc cet article qui a mis un petit peu de temps à se faire, mais je suis quand même content du résultat. Pour information, vous trouverez dans la description un lien vers l'article version grand public simplifiée de mon article, hein, donc ça sera sur le site de Mythodologie, mon association. Et c'est pas mal parce que, on va pas se mentir, c'est un peu un sujet de niche quand même, hein, le sujet du jour, mais voilà, j'espère que ça vous a plu quand même, cet article. Mais je propose que sans plus tarder, on se mette à la lecture pour voir comment ça se passe. Quand on essaye de vulgariser la philosophie morale ou la philosophie des sciences, on introduit souvent l'idée du philosophe écossais des Lumières, David Hume. On la ressort à toutes les sauces. Dès qu'on parle des relations entre la science et la société, elle n'est jamais très loin, c'est l'idée de la guillotine de Hume. L'idée est qu'il y aurait une séparation entre le monde des faits, donc la description du monde, et celui des valeurs, ce qui est les débats moraux, la politique, etc. Il y a tellement une séparation qu'il faut imaginer une grande guillotine métaphysique qui aurait séparé ces deux univers avec un grand schlac. Vous voyez, la schlac, il sépare le monde des faits et des valeurs. Mais il semble que quelque chose nous a échappé dans cette histoire, plusieurs choses même. Alors on va repartir du début et voir ce qui ne va pas. Partie 1, ne boudons pas notre plaisir de relire Hume. Parce que oui, j'aime l'humour. Première sous-partie, la pensée de Hume dans son époque. Quelque chose me trottait dans la tête à propos de cette guillotine de Hume, et ça dépend en partie d'une mauvaise compréhension de ce que voulait dire le philosophe écossais. Pour resituer un peu, on parle d'un philosophe qui écrivait à la suite d'auteurs comme Thomas Hobbes, René Descartes ou Thomas d'Aquin, des auteurs qui voulaient découvrir les lois de la nature en usant de leur raison, et pourquoi pas via les balbutiements des démarches scientifiques. On peut distinguer ici, quand on parle de lois de la nature, les lois qui régissent le monde, hein, qui aujourd'hui font l'objet de recherches scientifiques, et ce qu'on appellerait plutôt les droits naturels, qui seraient des lois naturellement et objectivement justes pour tous les individus. Voilà, les auteurs qui pensaient un petit peu plus à ce genre de choses. Et pour plusieurs auteurs des siècles précédents, on ne distinguait pas vraiment les deux. C'était des choses qu'on pouvait découvrir par notre raison humaine. Voilà, par exemple, l'existence de Dieu, des fois, c'était un acte de foi, et des auteurs ont pensé que non, c'était quelque chose qu'on pouvait logiquement déduire via notre raison. Et sur le sujet, David Hume, en plein siècle des Lumières, a voulu faire une remarque. Le passage qui nous intéresse se situe dans le traité de la nature humaine. Donc ça, c'est Hume qui parle. Accrochez-vous, si vous comprenez rien, n'hésitez pas à skipper cette partie parce que j'y reviens évidemment après, le but est d'expliquer. Je ne puis m'empêcher d'ajouter à ces raisonnements une observation qu'on trouvera peut-être de quelque importance. Dans tous les systèmes de moralité que j'ai rencontrés jusqu'ici, j'ai toujours remarqué que l'auteur procède quelque temps de la manière ordinaire de raisonner, et établit l'existence d'un Dieu, ou fait des observations concernant les affaires humaines. Quand soudain, je suis étonné de trouver qu'au lieu de rencontrer les copules habituelles et n'est pas, je ne trouve aucune proposition qui ne soit connectée avec des doit ou ne doit pas. Ce changement est imperceptible, mais a néanmoins de grandes conséquences, car comme ce doit ou ne doit pas exprime quelques nouvelles relations ou affirmations, il est nécessaire que celles-ci soient observées et expliquées, et qu'en même temps une raison soit donnée pour ce qui semble tout à fait inconcevable, que cette relation puisse être une déduction d'autres qui en sont entièrement différentes. Mais comme les auteurs n'utilisent pas fréquemment cette précaution, je me permets de la recommander au lecteur et je suis persuadé que cette petite attention fera succomber tous les systèmes vulgaires de moralité et nous fera voir que la distinction entre le vice et la vertu n'est pas fondée simplement sur la relation entre objets, ni n'est perçue par la raison. C'est pas faux. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, Alors, comme vous pouvez le voir, tout part d'un extrait qui n'est pas très clair. En gros, on résume souvent cet extrait par la formule « On ne peut pas dériver un doit-être à partir d'un simple « et ». Voilà. Ça, c'est la version guillotine de Hume qu'on apprend un petit peu
dans le grand public. Et déjà, cette version plus courte a déjà deux interprétations. Alors, la première, donc c'est un rapport avec les prédictions causales. Donc ça, c'est quelqu'un qui dirait, si ceci a toujours fonctionné comme ça, alors ça devrait fonctionner comme ça demain, logiquement. Eh ben non, répond Hume, on ne peut pas en être certain. Hume dit, non, on ne peut pas induire une telle chose. Deux, c'est les prédictions d'ordre moral. Quelqu'un qui dirait, si ça fonctionne comme ça aujourd'hui, ça doit être parce qu'il est légitime que ça fonctionne comme ça, donc une loi morale permet de le justifier. Et non, répond Hume, les règles morales ne sont pas comme les faits objectifs. Bon, alors si dans le passage cité, Hume parle uniquement des lois morales, eh ben, il a bien parlé des deux aspects au cours de sa vie. Et dans les deux cas, il nous avait mis en garde contre ce passage illégitime du « et au doit être ». Du coup, voilà, c'est dans le grand public, le nom de Hume, on le dégaine comme contre-argument quand on fait face au scientisme ou l'appel à la nature. C'est-à-dire qu'on peut décrire le monde le plus précisément possible, on ne pourra pas en déduire logiquement des prédictions certaines, et encore moins des lois morales. En tout cas, ça ne serait pas légitime. Ou dit autrement, peu importe qu'il y ait des choses injustes dans la nature, les connaissances scientifiques ne sont pas là pour nous imposer une politique à suivre uniquement pour décrire. Avec la science, on comprendra mieux les lois qui régissent la nature, mais c'est tout. Les affaires politiques et morales seront dans un monde différent. Et ça paraît logique de faire cette séparation entre les faits et les questions éthiques et politiques, puisque les croyances descriptives sont justifiables par des expériences, ce qui n'est pas le cas des croyances normatives prescriptives. Une manière de le dire, peut-être que ça ne vous parlera pas, en tout cas moi ça m'a parlé, c'est de dire que Hume il parle de métaéthique, c'est-à-dire il dit clairement ça ne sert à rien d'essayer de trouver des lois de la nature pour justifier notre moralité, parce que c'est fondamentalement pas la même chose, et donc c'est voilà, au-dessus de qu'est-ce que c'est l'éthique, la raison humaine, etc. Là où effectivement l'appel à la nature, ça consiste souvent à dire bah voilà, est-ce que telle ou telle chose est bien ou mal? Eh ben, je pense que c'est plutôt naturel, donc c'est plutôt bien, ou voilà. C'est niveau éthique, et Hume il est plutôt au niveau méta-éthique. Plus généralement, Hume voulait affirmer deux choses dans sa vie. Dire que la raison humaine est purement instrumentale, c'est un instrument au service d'autre chose, et que constater des régularités dans la nature ne permet pas légitimement d'affirmer des choses sur le monde. Affirmer dans le sens genre, ça existe, ça c'est objectivement bon, je l'affirme, voilà, c'est objectivement vrai. Bah voilà, Hume c'est pas ça, parce que lui c'est un sceptique assez radical, qui est conscient que nous sommes fondamentalement des êtres de passion, de sentiment, et pas des êtres de raison. Il y pense que les règles morales, c'est des choses qu'on va expérimenter par nos sentiments, on va les sentir un petit peu, mais c'est pas le même processus qu'une déduction, on voit la nature, déduction, boum boum boum, et on trouve des lois objectives. Lui il pense que c'est fondamentalement un processus différent, et quand bien même on pourrait décrire objectivement le monde, bah on ne pourrait pas en déduire logiquement de jugements moraux parce que c'est fondamentalement pas la même chose. Alors ceux qui voudraient le faire pour prouver la supériorité de leur système de valeurs, ils usent de raisonnements fallacieux. Et sont visés du coup des philosophes comme Thomas Hobbes qui ont voulu formuler les lois naturelles humaines cohérentes, pourquoi pas, avec les volontés divines. Tant qu'à faire. Voilà, petite image du coup pour un peu résumer. D'un côté, il y a le scepticisme moral ou relativisme moral qui pense que les lois humaines, c'est des inventions purement contingentes. L'autre position de l'époque, c'était plutôt un rationalisme qui pense qu'elles sont absolues, il faut qu'on le découvre. Hume, il est un peu entre les deux. Tout ça, c'est très bien, vous pouvez être d'accord ou non avec le philosophe écossais, mais essayez de comprendre un peu le contexte dans lequel il parlait de ça. C'était un débat sur qu'est-ce que c'est la raison humaine. Faire une distinction entre le monde des faits et celui des valeurs, en vérité, on le doit plus à des gens comme Max Weber qu'à ce cher David Hume. Voilà, petite citation de Gauthier-Tumpitsch qui a un peu co-inspiré l'article. La distinction cardinale pour Hume, c'est donc celle entre les faits découverts par notre raisonnement et les faits que sont nos sentiments. Ce sont deux ordres de faits distincts, mais ce n'est pas la distinction entre les faits et les valeurs. Pas tout à fait pareil. En fait, on pourrait dire que dans l'extrait que Hume nous invitait à chercher les prémices implicites d'un raisonnement. C'est ça un peu le sujet. S'il devait y avoir une loi méta qu'on peut tirer de sa pensée, ce sera un truc du genre, si un raisonnement déductif nous est présenté, essayons de voir s'il n'y a pas des prémices implicites qui nous échappent. Voilà. Bien souvent, la prémisse morale est souvent évidente et consensuelle en plus. Par exemple, si on dit « vacciner largement sauverait beaucoup de vies, donc il faut le faire ». Les prémices qu'on peut tirer ici, c'est que la prémisse descriptive 1,
Les vaccins mis sur le marché, ils permettent de lutter efficacement contre la propagation du virus. La deuxième prémisse descriptive, c'est si moins de personnes attrapent le virus sous forme grave, alors moins de personnes vont mourir. Et la troisième, qui pourrait être la prémisse prescriptive, c'est si on le peut, il faut sauver des vies. Voilà. Donc, si on a ces trois prémisses, si on les accepte, alors conclusion, il faut vacciner largement. Bon, alors la prémisse prescriptive, dire que c'est bien de sauver des gens, on va rarement débattre là-dessus. Donc s'il y a par exemple des anti-vax, eh ben, le débat avec eux, il va plutôt porter sur les deux autres prémisses qui sont descriptives. Vous voyez ? Ou alors il y aura des prémisses descriptives qui vont s'ajouter, ce ne sera pas les mêmes, etc. Bon, clairement, si on veut permettre le débat, c'est une bonne base de ne pas faire comme si les prémisses descriptives n'existaient pas. Voilà. Maintenant, passons aux interprétations modernes, un petit peu. Donc c'est en faisant un premier travail sur le texte original que j'ai pu constater qu'il y avait un sacré écart entre la position de Hume, le débat sur la raison humaine, la moralité, etc., versus comment moi j'en avais entendu parler. En général, on invoque la guillotine pour distinguer ce qui relève du descriptif et du prescriptif. Et on va plus loin encore. On en fait une loi générale à nos raisonnements, et parfois jusqu'à l'absurde. Donc c'est ce que le camarade appelle la méta-guillotine claquée de Hume. Voilà, je laisse l'exemple. Je vous laisserai lire l'exemple. Mais bon, tout ça, c'était la version un peu grand public, mal comprise de la guillotine. Il y a moyen de trouver mieux. Parce que Hume, c'était un philosophe assez connu, et a donc été discuté de nombreuses fois. Par exemple, on peut citer le philosophe Hilary Putman, qui était un pragmatiste, pour qui la distinction, elle n'était pas autant absolue que ce que laissait penser Hume. On y revient dans la section suivante. Mais lui, Putman, du coup, il citait l'exemple de la cruauté, ou du courage. Est-ce que ça, c'est un concept qui relève du descriptif ou du prescriptif? Dans quel monde on peut le classer? Et bien en fait, un peu des deux. Vu qu'à la fois ça décrit quelque chose et intrinsèquement ça porte en soi un jugement de valeur. Donc c'est un peu voilà, entre les deux. Au-delà de cet exemple, on retrouve la distinction fait-valeur dans beaucoup de contextes et sous différentes formes, ce qui peut créer des confusions entre les concepts, surtout quand on n'est pas philosophe. Les différentes confusions ont amené donc, le sociologue Raymond Boudon, français, cocorico, à reformuler cette guillotine de Hume. Il voyait que l'interprétation qui en était faite ne parlait plus trop de l'entendement humain, le sujet de base du livre originel. Boudon proposera donc cette nouvelle formule de Hume. On ne peut tirer une conclusion à l'impératif de prémisse qui serait toute à l'indicatif. Ok, donc là c'est l'autre raison pour laquelle cet article existe. C'est qu'à la base j'ai relu Boudon pour faire mon article sur rationalité. Le lien est dans la description. Donc je revulgarise Boudon et je me rends compte qu'en fait il y a des problèmes avec le fait de faire cette reformulation. Alors déjà, premier problème de conjugaison avant de passer à la suite. En français, le mode pour exprimer la prescription et la nécessité, c'est le mode impératif. Ok. Mais souvent, on exprimera les prescriptions sous la forme il faut, tu dois. Et il faut, tu dois, c'est l'indicatif. Mais quelques confusions autour de cette reformulation sont liées à ça. Ce mode de langage ne permet pas la distinction que par exemple on fait en philo entre l'impératif hypothétique et l'impératif absolu. Donc pour expliquer un peu, l'impératif hypothétique c'est celui qui nous intéresse, celui qui implique les hypothèses, les prémices, les conditions, etc. Par exemple, si tu veux faire un bon pain, alors mets de la farine. Et l'impératif absolu c'est plus quelque chose de non négociable, de nécessaire. Exemple, ne cherche pas à discuter les ordres de ton supérieur. Voilà, ça, on discute moins. Alors, on aurait préféré que Boudon fasse cette petite distinction, cette précision, parce qu'en soi, cette reformulation, du coup, elle devient discutable. Ou alors, il faut reformuler la reformulation, allons-y. On ne peut déduire une affirmation normative uniquement à partir de prémices descriptives. Voilà, ça, ce serait la vraie bonne version de la guillotine de Hume reformulée. Donc là, je cite l'exemple de l'habit philo, qui est l'autre personne à inspirer l'article. Si tu es employé dans une boulangerie et que tu sabotes volontairement le pain en ne mettant pas de levure, c'est un manquement à l'éthique professionnelle. Mais ce n'est pas un impératif absolu, c'est une prescription morale qui sera suivie ou pas. Si par exemple tu souhaites te venger d'un mauvais traitement de ton patron, ça sera rationnel pour toi de le faire. Et donc c'est un impératif hypothétique. Alors du coup, tant que ça c'est fait, on va prendre un exemple d'application de cette nouvelle guillotine de Hume. Si je crois que l'industrie de la viande est très polluante, qu'elle est la source d'une grande quantité de souffrances inutiles chez les animaux non humains,
et on doit réduire la souffrance inutile autant que possible. Alors de ces 3 prémices, je peux conclure que il faut réduire ma consommation de viande pour un système de raison qu'on va noter S. Pour information, ce petit système de crochet ensemble machin, moi ça m'aide, mais j'aime bien les maths, donc peut-être que vous ça vous parlera pas, je ne sais pas. Voilà, ça vient de Boudon en tout cas. Dans cet exemple, du coup, les prémices 1 et 2 sont les croyances descriptives, et 3 c'est la croyance normative. Et la conclusion, qu'il faut réduire sa consommation de viande, ça pourra devenir à son tour une croyance normative, donc un de mes objectifs. Et ce genre de raisonnement, en fait, on en fait en permanence. Donc on met en relation les croyances entre elles. Et bien souvent, il y a des contradictions et on doit arbitrer. Imaginons, par exemple, que dans mon exemple, je rajoute quelques croyances dans mon système S. Donc, 4, la viande a souvent bon goût. 5, mon comportement personnel n'a pas un énorme impact. 6, un bon repas est un repas où j'aime ce que je mange. 7, acheter certaines viandes permet de rémunérer des producteurs qui le méritent. Bon, alors je crois les 7 points, et dans ces cas-là, des croyances sont en contradiction, mais j'ai des préférences qui me permettent d'arbitrer. En l'occurrence, j'adhère plus à la croyance normative 3 qu'à la 4 ou la 6. Donc au final, mon objectif ne va pas changer, ce qui aura changé, c'est mon système de raison qui se sera élargi. Le S est devenu un S', on peut dire. Objectif, du coup, de réduire sa consommation de viande, fondé sur un nouvel système de raison S'. Boudon a voulu reformuler la maxime de Hume pour bien montrer que nos croyances forment des systèmes de raison. Elles sont liées entre elles par un réseau de relations complexes. Il affirme en fait que c'est rationnel pour l'humain de faire des déductions sur ce qu'il faut croire ou faire, et c'est même ça en fait la rationalité. Mais du coup, c'est pas la raison pure et absolue qui sera la même pour tout le monde, c'est quelque chose de plus individuel. Tout le monde n'a pas le même système de croyance S. Donc logique par exemple que quelques informations en commun, elles peuvent aboutir à des conclusions ou des objectifs différents selon les individus. Là où certains penseurs voulaient faire des distinctions entre croyances rationnelles et irrationnelles, typiquement Max Weber, entre les énoncés descriptifs et les énoncés prescriptifs, Boudon défendait au contraire un principe de symétrie. Il n'y a pas de distinction si claire que ça entre les différents types de croyances. Voilà, alors, on pourrait parler de métaéthique sur l'héritage de Hume, blablabla, mais en fait, c'est pas mon sujet ici, ce serait trop large. Mon but ici, en fait, ce serait vraiment de parler de l'interprétation moderne, qu'est-ce qu'on peut faire de cette guillotine. Alors, comme j'ai dit, moi j'ai découvert Hume dans le milieu de la zététique, de la pensée critique, et non seulement ce petit monde a parfois pu faire d'une mauvaise interprétation de Hume une de ses règles d'or, tu ne dois pas déduire, machin, et en plus, je trouve en fait qu'aujourd'hui c'est une idée simpliste. Et c'est même quelque chose que Boudon a essayé de nous expliquer, il y a toujours une intrication entre le normatif et la description. Partie 2. Prescriptif et descriptif sont indissociables. Pour résumer, vous connaissez sûrement que dans le milieu de la zététique, comme dans le milieu du fact-checking, il y a un peu cet aspect, on va essayer de parler que des faits. Voilà, il rester sur des faits, des questions un peu clivantes, et peut-être que ça permettra aux gens d'un petit peu mieux trier l'information, un petit peu mieux apprendre à d'aimer les sources, etc. Et du coup, finalement, c'est un peu une stratégie qui serait du sens de séparer les faits et les opinions pour tout un tas de raisons. Et aujourd'hui, je trouve que ça n'a pas de sens. Cette distinction, je dis pas tout se vaut, tout n'est qu'une affaire d'opinion personnelle, il n'y a aucune différence, machin. Il y a bien une distinction à faire entre les deux. Mais ce en quoi j'ai arrêté de croire moi, c'est à l'idée de guillotine, donc, qu'il y a une séparation claire entre le descriptif et le prescriptif. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil, c'est la distinction et la séparation. Il y a ce fameux principe de limite entre science et politique. Il est généralement convenu que la séparation du savant et du politique constitue un principe élémentaire de la pensée politique moderne. Le scientifique se contenterait de produire des faits et ne devrait pas s'immiscer dans les questions politiques. En gros, chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Attends, je rêve ou tu viens de nous traiter de moutons? Alors, imaginons qu'on pose comme débat, faut-il viser la fin des centrales nucléaires françaises? Grand débat. On peut difficilement y répondre sans arguments politiques et moraux. Faut-il, c'est une évidence. Mais on aura aussi du mal à se passer des aspects techniques. Par exemple, le fonctionnement de la filière nucléaire, dans quel état elle est en France actuellement, quels sont les risques, les dangers à différentes échéances, etc. Tout le monde n'aura pas accès aux mêmes informations. Elles seront toujours imparfaites et incomplètes d'une manière ou d'une autre, ces informations. Les sources pourront nous donner autant les informations sur la sûreté des différents équipements, ou sur l'impact de l'extraction d'uranium sur des populations nigériennes. Et l'absence
de l'un ou l'autre type d'information, ça va forcément faire pencher notre conclusion dans un sens ou dans l'autre. Ce genre de complexité, vraiment, c'est la base des questions socio-scientifiques, hein, comme l'énergie, etc., dans le genre. On ne peut formuler des réponses que lorsqu'on mélange des questions factuelles avec des questions de valeur. Les deux sont indissociables. En fait, la binarité que propose la guillotine, ça nous empêche de réfléchir correctement à des questions complexes, qui sont pourtant les plus importantes. Hein. Faut-il vacciner? Faut-il sortir du nucléaire? Tout ça, c'est quand même des questions importantes de société. Et en fait, c'est un travail interminable que d'essayer de convaincre quelqu'un d'aller dans votre sens sur la bonne voie à suivre en politique, si vous restez à des questions de fait. Donc, je cite exemple, il y a un article d'Omar du Manin Génie sur les sciences raciales, ça propose quelques illustrations. Alors, c'est-à-dire que c'est bien d'essayer de débunker le racisme en examinant telle discipline, telle théorie sur les races humaines, la couleur de peau, nanana, mais en fait, le racisme, il reviendra toujours du moment qu'on ne le combat pas en tant que racisme. Les croyances normatives racistes, elles s'appuient sur bien d'autres choses que des prémices bancales scientifiquement. Il y a aussi des représentations sociales, des données correctes mais tronquées, des idéologies qui sont forgées par un certain héritage culturel, etc., etc. Les jugements descriptifs permettent ainsi de justifier des prescriptions, par exemple, il faut traiter les blancs et les noirs différemment, mais dès le début, ces descriptions du monde, elles sont elles-mêmes issues de jugements de valeur, les deux en fait se renforcent mutuellement. Mais historiquement, il y a d'abord eu du racisme, une domination qui implique des préjugés et des jugements de valeur, puis ça a entraîné l'apparition de théories, de jugements de faits scientifiques qui permettent ensuite de soutenir ces dominations. Et exercer une pensée critique exige ici d'aller sur le terrain plus politique en fait. Sinon on loupe une partie du problème, on se prive d'une partie des outils nécessaires à l'autodéfense intellectuelle. Autrement dit, si la politique ou l'éthique ne sont pas votre truc, vous voulez absolument ne parler que de la science ou de la description du monde, vous devriez au moins laisser Hume là où il est. Il disait lui-même que nos raisonnements sont des instruments au service de nos passions, que nos expériences pouvaient nous faire sentir les lois du monde, mais jamais les constater à l'œil nu. Vouloir mettre une séparation nette et tranchée entre les jugements de fait d'un côté et les jugements moraux de l'autre, en fait, ça contredit la manière même dont on réfléchit au quotidien. En pratique, la science n'est pas isolée du reste du champ social, elle est traversée de contraintes politiques, culturelles, de débats philosophiques et éthiques, et on aurait tort de considérer ces interactions-là comme négligeables. Ça pourrait même être dangereux de le faire. Pour cette dernière partie, je vais essayer d'expliquer pourquoi la séparation, pas la distinction, toujours la séparation entre le monde des faits et celui des valeurs, peut être néfaste. Des gens essayent d'invoquer la guillotine de Hume pour défendre des théories scientifiques controversées, par exemple la psychologie évolutionnaire. Cette discipline fait des hypothèses sur la nature humaine qui seraient héritées de notre histoire évolutive. Par exemple sur l'origine de certains comportements, certains mécanismes, certains comportements sexuels notamment. Une hypothèse par exemple, les femmes seraient naturellement plus douées pour les tâches domestiques parce que dans l'histoire évolutive de notre espèce, les mâles chassaient et les femelles gardaient le foyer et les enfants. Voilà, une hypothèse. Il y a des théories de toutes sortes dans la discipline. J'ai pris cet exemple pour que vous voyez comment beaucoup d'hypothèses du genre, elles vont facilement être compatibles avec une vision conservatrice du monde quand même. Cette hypothèse, du coup, elle viendrait naturaliser un rapport genré actuel aux tâches domestiques. Parfois, du coup, en ignorant un petit peu l'anthropologie du genre, les études de genre qui peuvent exister, en disant voilà, c'est une explication suffisante, notre évolution, et c'est vachement plus scientifique que l'histoire de genre, sociologie, toutes ces conneries. Mais essayons pour aujourd'hui d'éviter un peu les débats sur la rigueur scientifique de ces disciplines, et surtout parlons de l'impact de ces hypothèses sur le débat public. Donc voilà, si jamais vous êtes un très grand défenseur de l'évopsie, pourquoi pas, mais aujourd'hui essayons de rester vraiment sur quel est l'impact de ces hypothèses dans l'espace public. Lorsque des gens critiquent donc, ces publications en évopsie, en invoquant leur dangerosité et leur récupération politique, souvent par l'extrême droite du coup, la guillotine, elle sert de contre-argument de poids. Là, ce serait un défenseur de l'évopsie qui dirait « Comme Hume l'a dit, il faut séparer les faits des valeurs. Peu importe ce qu'on trouvera, peu importe ce qu'en dira la science, on est totalement libre de traiter les femmes, les noirs ou les homosexuels de la manière qu'on veut. Peut-être qu'il y a une nature différente entre le cerveau des hommes et des femmes, ou peut-être pas, mais rejeter les hypothèses évopsie pour des raisons morales, ce serait de la censure, la fin de la rigueur scientifique et de la pensée rationnelle. C'est l'islamo-gauchisme.
il y a dans cette vision une séparation entre ce qui se passe dans les labos scientifiques et ce qui se passe dans le monde politique, comme si les deux évoluaient en parallèle sans jamais interagir. Donc là, on retombe sur l'idée de guillotine de Hume. Cette vision de la science idéale, neutre et détachée de tous les aspects moraux, elle est complètement dépassée dans l'étude des rapports entre science et société. C'est ce qu'on appelle du coup le value-free ideal, hein, l'idée que plus on va vers la neutralité, plus on fait de la meilleure science, ce qui est en fait un peu discutable. Les théories sur le monde, y compris scientifiques, sont chargées de valeur, toujours d'une manière ou d'une autre. Conduire massivement des recherches scientifiques sur l'intelligence des races ou les différences entre hommes et femmes, eh ben, ça aura des conséquences dans le monde politique, peu importe en fait la teneur des résultats. Et les choix de financer tel ou tel projet de recherche, bah, ça dépendra de facteurs sociaux, historiques, éthiques, etc. Bref, pour dire banalement, on vit dans une société où il y a toujours des interactions de partout. Imaginez par exemple dans la presse toutes les semaines on a des articles sur « Oh, il y a une découverte scientifique de différence entre les cerveaux des noirs et des cerveaux des blancs ». Bah, ça impactera nécessairement à un moment donné les représentations sur les questions de ségrégation et de racisme en fait. Et ça, peu importe que les publications scientifiques soient plus nuancées que les titres de presse, que les protocoles ils étaient bancals ou que l'article il était retiré à un moment donné. Vous imaginez bien que si des riches conservateurs peuvent financer des papiers qui donnent des cautions scientifiques à leurs idées, bah, ils vont pas se priver de le faire. Et là, je remets l'article de Omar dans la description, c'est que il y a effectivement des fondations, hein, donc la Pioneer Fund, je crois que ça s'appelle, qui sont des trucs financés par des millionnaires conservateurs qui du coup vont arroser de pognon des trucs en évopsie, avant en phrénologie, en sociobiologie, etc. Et donc tous ces conservateurs vont pas écrire la conclusion des papiers scientifiques, en fait c'est pas le sujet, mais c'est juste que ça permet d'alimenter dans le débat public des trucs qui viendront impacter l'espace public et du coup justifier une partie de leur racisme. Il y a dans cet exemple, qui n'est pas tout à fait fictif du coup, un problème éthique de mise en danger d'autrui. Et rester sur des questions de faits, fact-checking, machin, ça risque d'être insuffisant. Hashtag réélection de Trump, tout ça. En tout cas, ce n'est pas comme ça, débunkant, qu'on a fait reculer la phrénologie, l'eugénisme, la sociobiologie et autres pseudosciences dont raffole l'extrême droite. Je pense, personnellement, que les disciplines comme l'évopsie, elles compensent un manque de rigueur scientifique en allant chercher du capital médiatique et politique par ailleurs, dans le grand public. Si par exemple on les critique sur leur manque de sérieux, bah, ils n'auront qu'à dire que les gens qui les critiquent sont dans l'idéologie, en train de faire de la politique. Et pour le grand public, bah, ça pourra faire illusion. Et ça marche. En fait, des journaux conservateurs et d'autres influenceurs d'extrême droite proposent régulièrement des résumés, plus ou moins honnêtes, des publications d'Evopsy. Et ça se partage bien dans les milieux conservateurs avec cette idée que les inégalités sont dans le fond naturelles, justifiées, etc. La science l'a dit. Ces articles auront ensuite des conséquences qui iront au-delà des milieux conservateurs, car dans une société où il y a des discriminations comme la nôtre, la science sera beaucoup plus souvent utilisée pour justifier les inégalités que l'inverse. Il nous faut donc penser la question des faits avec celle des valeurs et non plus séparément. Très bonne vidéo d'ailleurs du Malin Génie, je vous la conseille. Vous pensez peut-être que bon, ça n'a rien à voir, que je mélange tous les sujets. Mais si au contraire. On était parti de la guillotine de Hume, qui devait servir à contrer, je rappelle, l'appel à la nature, et voilà que des personnes s'en servent pour faire passer des idées qui naturalisent les inégalités sociales. Le texte original de Hume parlait de l'entendement humain, de ce qu'il est légitime de croire et de la raison. Et en fait, on est en plein d'un sujet. Des personnes ont interprété les philosophes des Lumières en passant du descriptif au prescriptif, et ça a eu de lourdes conséquences. N'oubliez pas que c'est bien parce qu'on a placé la raison comme valeur cardinale dans les pays comme la France qu'on a pu légitimer certaines choses. Je vous laisse ainsi avec les mots du vulgarisateur qui m'a inspiré cet article, l'habile philo, le lien de sa vidéo évidemment en description. S'arroger le droit de désigner ce qui est rationnel et ce qui n'est pas rationnel, c'est toujours adopter une attitude paternaliste. Ce n'est jamais anodin. C'est aussi pour ces raisons qu'on a refusé aux femmes l'accès au champ politique, au droit de vote. Elles qui, c'est bien connu, sont soumises à leurs émotions, incapables de pensée rationnelle et hystérique. Puis la colonisation, ne fallait-il pas leur apprendre, les aider, les éduquer, les civiliser? C'est à cela qu'a servi historiquement le recours à la rationalité. Ce n'est pas rien ça, c'est aussi ça, l'héritage de la modernité des Lumières.
Voilà, c'est sur ces mots que je conclus cet article. Alors, du coup, vous avez compris que j'aime beaucoup le sujet des interactions entre science et société. Et en fait, je trouvais ça important de revenir sur cette idée que j'avais moi-même vulgarisé n'importe comment sur la guillotine de Hume et pourquoi aujourd'hui j'en étais sorti. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux et surtout à Mythodologie parce que c'est voilà, mon asso, je suis pas tout seul dedans et c'est assez cool ce qu'ils font les autres. Merci à vous, j'espère pouvoir bientôt faire des vidéos scriptées un peu plus à l'ancienne, bien montées, etc. Il y en a une qui est finie depuis plus d'1 an, il faut juste que je la publie. Bientôt la fin de ce cycle sur le militantisme, restez patients, merci beaucoup de me suivre et je vous dis à la prochaine. Ciao.